première étape, dans les années 50, la mondialisation, le développement et l'intensification du libéralisme, ce système de la concurrence. Et donc pour ça, on développe le marketing, des études pour comprendre quels sont les comportements. En fait, on a très vite compris que le sucre est un élément de récompense, qu'on a envie d'ingérer quand on a un coup de mou ou quand on est triste. Il y a tout un système de compensation affective qui se joue autour des valeurs sucrées, qui sont liées en fait à l'assimilation du lait quand on était petit, puisque le lactose, c'est un glucide. Lose, c'est la plus petite unité des glucides. Cette première empreinte psycho-affective développe en fait une inclinaison naturelle pour les goûts sucrés. Les agro-industriels ont bien compris cela, notamment au niveau des sélections variétales, où on a commencé à sélectionner et s'orienter vers des fruits et des légumes, mais aussi des céréales contenant de plus en plus de sucre, de jus, avec des grands volumes, des concentrations élevées qui ne sont pas du tout physiologiques et naturelles. On a forcé des espèces, on a forcé des sélections variétales pour pouvoir augmenter les volumes de quantité de concentration de gluten, ce qui permet en fait après aux aliments transformés de farine de monter plus vite, donc de gagner du temps et des coûts de production pour vendre plus vite et plus de produits. Notre alimentation a changé son visage, a changé sa forme à travers le filtre néolibéral. Donc en fait, les variétés qu'on mange aujourd'hui, bon, tout le monde a entendu parler de Monsanto, sans nommer en plus au niveau de la génétique, des transformations des OGM, mais aussi de l'insertion à l'intérieur des gènes des plantes, d'insecticides qui sont bien évidemment antiphysiologiques, dont on ne peut pas assimiler les éléments. Ensuite, il y a des modes de culture, c'est-à-dire que on va développer une façon de conduire la culture de manière intensive, ou alors de manière biologique, ou alors de manière biodynamique. Et selon ces trois modes de culture, les résultats sont tout à fait différents en termes de nutriments. Les récoltes précoces des éléments, c'est-à-dire qu'on ne récolte pas à maturité, sans parler des pesticides et des insecticides. Donc, quand c'est pas intégré à l'intérieur du gène carrément de la plante, c'est rajouté par des traitements d'appoint en externe. Toute cette série de molécules qui sont des molécules de synthèse s'intègrent au sein des fibres des aliments et après, bien évidemment, on les consomme. Elles restent stockées à l'intérieur des fibres, des légumes, et ensuite elles restent stockées à l'intérieur de nos propres fibres. Ce sont comme en fait des hameçons. Une fois que la gueule du poisson est rentrée dans l'hameçon, on ne peut plus réellement l'enlever parce que notre corps n'est pas capable de le reconnaître, ça reste un élément étranger. Il ne peut pas le faire sortir par les pores, par les systèmes d'élimination naturelle que l'on connaît, qui sont l'urine, la transpiration, le foie notamment, qui est un des organes de retraitement des macromolécules. Déjà, on se rend compte en fait que quand on mange un élément cru ou un élément cuit, notre corps ne reconnaît pas le cuit comme étant physiologique et faisant partie de son identité. Il envoie le système immunitaire, il envoie les sentinelles, il envoie les globules blancs défendre notre corps. Donc en fait, quand on mange, on a de la leucocytose digestive. Notre système s'affaiblit parce que notre corps ne reconnaît pas la nourriture cuite puisque ça ne fait pas suffisamment de temps que l'être humain consomme des aliments cuits à l'échelle de l'évolution. Et ensuite, ce sont les modes de conservation. Les villes créent des temps de latence très importants entre le champ et l'assiette, contrecarrés par un système, un ensemble de modes de conservation. Au niveau des chambres froides, avec des diffusions de gaz, mais aussi des processus de ionisation, d'irradiation, avec des ions, des isotopes radioactifs, qui viennent comme brûler en fait les aliments, ce qui fait que comme ça limite et stoppe le processus de dégénérescence. Parce qu'en fait, un aliment, un légume notamment, quand il est extrait de son milieu naturel, que ce soit un légume racine, quand il est prélevé du sol, ou que ce soit un légume fruit quand il est prélevé de la plante, eh bien, d'heure en heure, c'est exactement comme un organe du corps qui doit être transplanté, il commence à mourir en fait. Il y a de la nécrose tissulaire qui se met en place, il y a une moins bonne oxygénation, il y a une moins bonne irrigation en fait par tous les flux que l'organe connaissait.
dans son emplacement et dans son milieu naturel. Pour les fruits et les légumes, c'est exactement pareil. Un légume récolté ou un fruit, de seconde en seconde, se détériore. Notre alimentation ne nous apporte pas suffisamment de minéraux, mais en plus de ça, notre mode de vie, surtout dû au stress, à l'agitation et tout ça, consomme énormément de carburant, et puise beaucoup dans nos réserves minérales et donc dans les micronutriments. Parce que lorsqu'on mange un plat préparé industriel, on mange énormément d'additifs, de conservateurs, colorants, des exhausteurs de goût. Ce sont des molécules de synthèse. Et c'est bien ça en fait, le deuxième élément de cette agriculture industrielle, c'est d'une part cet appauvrissement nutritionnel, mais d'autre part c'est le développement et l'apparition des molécules de synthèse. Pour la vitamine C par exemple, une vitamine C de synthèse refabriquée en laboratoire n'aura jamais la même potentialité d'action qu'une vitamine C prise au sein d'une botte de persil par exemple, ou de l'acérola, ou des baies de cynorrhodon, des baies d'églantine, qui sont prises à l'intérieur d'un complexe vivant d'interdépendance avec la peau, la pulpe, les graines qui en fait génèrent ce que l'on appelle un totem, le totem d'une plante, qui est quelque chose de bien plus vivant, dynamique que simplement une molécule de synthèse. Et la synthèse, en fait, n'est pas assimilable par le corps. Même si on est tous des atomes, on est fait de matière, exactement comme une chaise, une voiture ou un litre de pétrole est fait de matière. Nous sommes que matière, nous sommes des structures atomiques qui vibrent, voilà, grâce à des champs électromagnétiques et tout ça, tenus en équilibre. Mais en fait, il y a une très grosse différence avec la matière et le vivant. Nous sommes des êtres vivants. Et même si le pétrole fait aussi partie de la chimie organique, de cette grande famille que l'on nomme la famille de la chimie organique, nous ne sommes pas équivalents à un litre de pétrole. Parce que nous sommes une matière vivante. Toute cette synergie qui a lieu au sein de la cellule, cette collaboration entre tous ces différents organites, le noyau, les mitochondries, les ribosomes, crée en fait une complexité, crée le vivant, crée cette intelligence au cœur de la matière qui est bien plus que de la matière, parce que c'est de la matière intelligente, vivante, qui se déploie, qui s'adapte, qui est en interaction permanente avec son milieu. Cette interdépendance, ce rapport direct entre le monde qui nous entoure et ce que l'on est, par exemple les saisons. On n'a pas besoin de manger les mêmes choses selon les saisons. Parce qu'en fait, la quantité d'ensoleillement n'est pas la même en été qu'en hiver. On n'a pas à lutter de la même manière, on n'a pas à produire la même quantité d'énergie pour lutter contre le froid. C'est pour ça qu'un légume récolté perd de seconde en seconde, parce que nous ne sommes qu'interdépendants avec nos milieux.